bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation, un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de la généralisation de la note dans la société. Même si on porte déjà un regard critique sur le système de notation à l'école, en France et partout dans le monde, les notes sont présentes dans tous les domaines de la vie quotidienne. Moi la première, et je suis à peu près certaine que c'est pareil pour vous, avant de choisir un hôtel où je vais passer quelques jours de vacances, ou de programmer un rendez-vous chez un nouveau médecin, bref, avant de se décider, c'est devenu un réflexe d'aller sur Internet et de consulter les notes et les avis sur un service ou un produit qui nous intéresse. Les scores sont partout et ils font désormais partie du décor. Vous-même, vous recevez probablement de nombreuses sollicitations chaque semaine pour noter votre expérience après avoir passé une commande en ligne ou après avoir pris une première leçon avec un professeur sur Italki, par exemple. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qu'on note ? Dans cet épisode, la question qu'on va se poser, c'est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à tout noter ? Dans un premier temps, je suis curieuse d'en savoir plus sur les origines de notre obsession des notes. On va donc réfléchir à ce que la note signifie et à ce qu'elle représente dans notre société. Ça va également être l'occasion de revenir sur le besoin de se comparer aux autres. Ensuite, on va s'interroger sur l'impact des notes, sur la manière dont elles peuvent nous affecter ou pas. Et effectivement, en tant que consommateur ou consommatrice, il y a un côté pratique dans les notes. C'est indéniable. En même temps, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les dérives des systèmes de notation qui existent de nos jours. Pour finir, on va explorer quelques pistes de réflexion sur la possibilité d'évaluer autrement. Dans votre apprentissage du français, et ça s'applique à n'importe quelle activité, on va voir qu'il existe d'autres moyens de mettre en lumière vos progrès. D'abord, il faut comprendre que l'idée du système de notation ne date pas d'hier. Elle ne date pas d'hier, autrement dit, elle existe depuis fort longtemps. Il faut remonter plusieurs siècles en arrière pour retrouver la date de sa création. C'est au XVIe siècle que les jésuites vont mettre en place un système pour noter les élèves dans leur collège. Jusqu'à cette époque, la réussite scolaire et les critères pour désigner les meilleurs élèves étaient souvent liés, intimement liés, au statut social, au fait d'appartenir à l'aristocratie. Mais quand les jésuites ont cherché à créer une nouvelle élite, ils ont développé la note. Le but de la note était avant tout de trier et classer les élèves en fonction de leurs résultats scolaires. Donc, je crois que c'est essentiel de bien souligner que la note ne reflète pas une progression propre à chaque élève, mais c'est plutôt un moyen de classer les élèves les uns par rapport aux autres. Je trouve que ça permet de mieux envisager pourquoi on fait généralement le lien entre notes et compétition. C'était un moyen de pousser les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes en permanence. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, il y a déjà énormément de réflexions autour de la pertinence de la note dans le domaine scolaire. Mais tout au long des siècles qui ont suivi, notamment au XIXe siècle, le concept de note est resté profondément ancré dans l'éducation, dans le parcours des élèves. Je sais que les systèmes varient d'un pays à un autre, mais en France, on est noté sur 20. Sur 20 points, 0 est la note la plus basse, alors que 20 est la plus haute. J'ai encore le souvenir très vif des bulletins scolaires qu'on recevait à la fin de chaque trimestre. D'ailleurs, de mémoire,
Je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Je me souviens que sur chaque bulletin, pour chaque matière, il y avait 3 notes. Ma moyenne, c'est-à-dire la moyenne de toutes les notes reçues pendant cette période, mais il y avait aussi la meilleure moyenne de la classe, et juste à côté, la pire, celle qui était la plus basse de la classe. Je mentionne cet exemple parce que je trouve qu'il illustre bien comment, très tôt dans notre vie, on est encouragé à se comparer aux autres, à se situer par rapport aux autres, à travers la note. Ce qui est franchement discutable quand on y réfléchit un peu. Comme vous le savez, l'utilisation des notes ne se limite pas au parcours scolaire, loin de là. Ce podcast, par exemple, celui que vous êtes en train d'écouter, là, maintenant, si vous le suivez depuis un petit moment, vous savez qu'à la fin de chaque épisode, je vous demande, ou en tout cas je vous encourage à mettre une note au podcast sur la plateforme d'Apple Podcast, si le projet vous plaît, et si vous avez envie de m'encourager à continuer. Sur Apple Podcast, on note avec des étoiles. Ce système d'évaluation à base d'étoiles, ce système qui est apparu dans les années 90, est devenu populaire avec des entreprises comme Amazon. Ça marque le début d'un tournant. D'ailleurs, quand je faisais mes recherches cette semaine, j'ai trouvé ça drôle d'entendre que dans les articles de l'époque, les gens étaient un peu perplexes face à ce nouveau système de notes. Ils trouvaient ça étrange qu'on donne la possibilité aux clients de noter un produit de cette manière. C'est un peu ironique, maintenant que ce type d'évaluation est complètement entré dans les mœurs. Quand je dis que c'est entré dans les mœurs, ça signifie que c'est largement accepté dans la société, sans que cela pose problème. Tout ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, ça nous amène à notre époque, puisque les années 2000 correspondent à l'arrivée d'entreprises comme Airbnb et Uber, entre autres. Ces entreprises-là sont emblématiques de ça, parce que leur manière de fonctionner repose beaucoup sur ce système de notes et d'avis. Si la note s'est autant diffusée dans notre société, c'est qu'elle favorise le classement. C'est un concept qui parle à tout le monde, étant donné qu'il nous accompagne depuis nos études. Si on veut acheter un produit, il y a de fortes chances qu'on regarde les classements des meilleures ventes en premier, pour comparer avant d'acheter. En plus des réflexions qu'on peut faire sur le côté marketing des choses, je voudrais aussi qu'on s'arrête sur le côté psychologique des notes et des évaluations. D'après vous, comment est-ce qu'on peut expliquer cette envie d'évaluer et d'être évalué soi-même ? Évidemment, on aime toutes et tous donner notre point de vue sur tout un tas de choses. C'est aussi pour cette raison qu'on note et que la notation s'est démocratisée à ce point. Sur un plan plus personnel, l'envie d'évaluer et d'être évalué s'explique probablement par un besoin de se comparer aux autres. Encore une fois, la note permet de se situer par rapport à un groupe. Se comparer, c'est un comportement inné chez les êtres humains. Un comportement motivé par le besoin de s'évaluer et de se définir. On peut se comparer en bien par rapport aux autres, ça peut être utile et constructif de le faire, mais malheureusement, on va aussi se comparer en mal parfois, ce qui peut être destructeur pour l'estime de soi. Dans tous les cas, on a souvent tendance à se comparer pour affirmer son identité, en se rapprochant de quelqu'un ou en s'opposant à quelque chose. On peut reconnaître les différences qui existent entre nous et les autres et apprendre à les accepter. Personnellement, je me compare aux autres, comme tout le monde, mais je pense quand même que c'est important de ne pas oublier que ces différences ne déterminent pas notre identité, et surtout qu'elles ne changent en rien notre valeur. Dans notre conversation aujourd'hui, le but n'est pas de remettre en cause le côté pratique de la note. Quand on veut choisir un hôtel ou un restaurant, c'est évident qu'utiliser des classements, c'est simple et c'est ludique. Ça donne une indication de la qualité, on regarde les avis et on se dit que c'est plutôt fiable. C'est fiable, ça signifie qu'on peut avoir confiance. Après tout, ce sont de vraies personnes qui notent et qui écrivent un commentaire. On va pas s'attarder sur les réseaux pour acheter de faux avis positifs, ça existe, mais ça, c'est une autre histoire. Noter un produit ou la qualité d'un service, c'est une chose.
Mais quand on se met à noter des personnes et leurs performances, je crois que c'est important de s'interroger sur les dérives actuelles de la notation. Pour rester dans le domaine de la fiction, comme beaucoup de personnes, je crois, j'ai été très marquée par un épisode de la série britannique Black Mirror. Quand on parle des systèmes de notation, j'ai l'impression qu'on ne peut pas ne pas mentionner cet épisode. Il se passe dans un monde où les gens se notent les uns les autres, en permanence. Ça va du serveur dans un café à une amie qui publie une photo en ligne. Chaque interaction est l'occasion de noter l'autre, et on retrouve le système d'étoiles dont on a parlé tout à l'heure. Dans la série, les étoiles ont une grande importance pour le personnage principal, parce qu'elles déterminent les choses auxquelles elle a accès, et ses relations avec les autres personnages. Dans ce monde imaginaire, c'est la note qui détermine la classe sociale de chaque personnage. Dans la réalité, vous avez sûrement vu passer des articles sur la situation en Chine, avec le crédit social. Mais je crois qu'il faut nuancer cette réalité, et que certains médias occidentaux ont eu tendance à donner une vision fantasmée de ce système de notation. Certes, il y a des expérimentations de ce genre dans certaines villes chinoises, mais aux dernières nouvelles, un système de notation aussi centralisé que celui de Black Mirror n'existe pas en réalité. Pas encore, en tout cas. Au bout du compte, le point sur lequel on peut s'interroger, c'est le manque de débat autour de ces pratiques de notation. Elles font partie de la vie quotidienne, et le fait qu'on ne les remarque pas toujours, c'est ça qui est problématique. Dans le monde de l'entreprise, le fait de classer les employés selon leurs résultats est devenu une pratique banale. Obtenir un maximum de bonnes notes est souvent associé à une prime, autrement dit un bonus qui s'ajoute au salaire. Les clients ne sont pas toujours au courant de ça. Quand ils ne sont pas satisfaits de la qualité d'un produit ou d'un service, les clients ne sont pas toujours conscients des enjeux des notes de satisfaction. Quand ils mettent une mauvaise note, c'est la personne au bout du fil, c'est l'employé au téléphone qui va être pénalisé, même si cette personne-là n'y est pour rien. Cette expression, ni N''Y, ni être pour rien, ça veut dire que l'employé n'est pas toujours responsable du problème rencontré à l'origine. La note, aussi pratique soit-elle, peut avoir de vraies conséquences dans la vie d'une personne. Le cas qui montre ça, par excellence, c'est celui des chauffeurs Uber, ou des livreurs de nourriture à domicile. Uber est un bon exemple de l'impact des systèmes de notation et de leurs dérives. D'une part, on peut imaginer que le positif l'emporte sur le négatif. Un chauffeur bien noté va inspirer la confiance chez les clients. Mais ici, c'est le même problème. Il suffit d'un conflit pour être pénalisé. Donc, d'autre part, c'est là qu'il faut s'interroger sur les dérives. Peu importe les raisons d'une mauvaise note, si un chauffeur en reçoit plusieurs, il va être exclu de l'application pour 48 heures. Au bout d'un certain nombre de mauvaises notes, les chauffeurs sont définitivement virés, c'est-à-dire qu'ils perdent leur emploi. Même histoire pour les livreurs de nourriture à domicile, qui sont notés par les clients et les restaurateurs. En plus, ils peuvent être mal notés à cause d'une livraison endommagée, alors qu'ils ne sont pas toujours responsables. Ça semble compliqué de ne pas être affecté par ce système de notes, quand on a le sentiment d'être sur un siège éjectable. Je sais pas vous, mais moi, quand j'entends tout ça, je me demande ce qu'on peut faire, nous les clients et les clientes, dans ce système. Concrètement, qu'est-ce qui se passe si on refuse de jouer le jeu ? Si on arrête de noter, tout simplement? Eh bien, même ça, il semble que ce n'est pas la solution idéale. Pourquoi ? Parce qu'un nombre de notes jugées insuffisant peut aussi être pénalisant pour l'employé dans certaines entreprises. Parfois, les notes sont plus discrètes. Par exemple, j'ai appris qu'avec Uber, plus ou moins tous les utilisateurs savent qu'ils peuvent noter leur chauffeur. Ce qu'ils ne savent pas toujours, c'est que leur chauffeur peut aussi les noter. Voilà. Dans le futur, si vous avez besoin des services d'un chauffeur Uber et que vous avez du mal à en trouver un rapidement, ça veut peut-être dire que vous avez une note pourrie, autrement dit une mauvaise note sur cette application. On peut se rassurer
en se disant qu'il y a peu de chances que la situation décrite dans Black Mirror arrive en réalité. En 2015, une application américaine, People, qui permettait de noter son voisin ou l'employé de son supermarché, cette application a été fortement critiquée avant de disparaître pour de bon. Avant de passer à la conclusion de cet épisode, c'est intéressant de remarquer que l'arrivée des notes dans tout le reste de la société coïncide avec le début du questionnement des notes à l'école. D'ailleurs, en France, on ne les utilise plus à l'école primaire. Le système de notation a été remplacé par des appréciations. On ne parle plus de notes, mais de compétences qui sont divisées en 3 catégories. Les compétences non acquises, d'abord, puis celles en cours d'acquisition, et enfin les compétences acquises. Ça permet de valoriser les enfants et surtout de mettre l'accent sur leur progrès. Dans mon parcours de prof, même si j'ai l'habilitation pour être examinatrice et correctrice des examens comme le DELF et le DALF, noter, je n'aime pas du tout ça. J'ai appris à le faire, bien sûr, mais encore maintenant, je vous avoue que je ne sais pas trop sur quel pied danser quand un élève me demande « Alors, combien de points tu donnerais à ce texte, si c'était le jour de l'examen ?» La part de subjectivité dans la notation est immense. Et puis, ça laisse de côté tout ce qui fait la complexité des personnes, le chemin qu'elles ont parcouru pendant leur apprentissage. Ça me semble beaucoup plus naturel de réfléchir en d'autres termes, d'insister sur les choses qu'on maîtrise déjà et celles qu'on peut améliorer. Du coup, la question qui se pose, c'est comment évaluer ces progrès autrement ? C'est peut-être dans la nature humaine de se focaliser sur ses erreurs et sur ce qu'on ne maîtrise pas encore. Quand on perd de vue le chemin parcouru, quand on doute, c'est toujours bénéfique de s'arrêter un instant pour essayer d'adopter un point de vue différent. Plutôt que de vous focaliser sur ce qui vous frustre, je vous invite à observer tout ce qui va bien et à faire un bilan positif. Dans l'idéal, vous avez gardé une trace de votre progression. Vous avez peut-être même accumulé plusieurs cahiers de français. Ces traces écrites ou orales peuvent aussi vous aider à visualiser ou entendre vos progrès au fil du temps. En prenant ce temps pour analyser le type d'erreur que vous faites et observer votre évolution, vous trouverez des pistes pour continuer de vous améliorer. Et puis c'est aussi en vous appuyant sur vos points forts, sur vos succès dans l'apprentissage, que vous pourrez rester motivé. Si vous portez un regard positif sur vos progrès, vous verrez surtout que vous gagnerez en confiance en vous, jour après jour. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur la place qu'on accorde aux notes et sur la manière dont ce système de notation transforme notre société. Et surtout, j'espère qu'il vous aura donné des pistes de réflexion utiles pour mieux évaluer vos progrès en français. Toutes les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode, avec quelques recommandations de podcasts à écouter. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Vous l'avez compris, vos commentaires sont très utiles, non seulement dans l'amélioration de ce podcast, mais aussi pour qu'il soit découvert par de nouvelles personnes plus facilement. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, comme d'habitude, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite!